Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Mon cher Pat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, toi, Ben. Ça va très bien également. Grosse émission pour vous cette semaine. On a pris une petite journée de congé la semaine dernière. On n'était pas très inspiré, on va vous le dire, par le gala qui s'en venait entre Jack Hermanson et Sean Strickland. La finale nous inspirait, mais la sous-carte un peu moins. Donc on s'est dit, prenons une semaine de congé et revenons en force en prévision de l'UFC 271 qui va avoir lieu ce samedi en direct de Houston. Bien sûr, Israel Adesanya contre Robert Whittaker. Championnat des poids moyens en jeu. On va mettre la table donc, pour ce gros gala au courant de l'émission. On va revenir sur ce qui s'est passé cette fin de semaine parce que, bon, pas des gros noms nécessairement, Pat, mais quand même eu des belles performances, des histoires à souligner. Et bien sûr, cette 6e victoire de Sean Strickland aussi. Et invité à la toute fin de l'émission, en fait, dans environ 45 minutes, je vous dirais, Michael Dufort. On a appris cette semaine qu'il allait participer à la série Challenger de la Professional Fighters League. Qu'est-ce qu'il en est? Qui va affronter? C'est comment ça fonctionne? Quand ça va se passer? Tous les détails avec Mick qui va se joindre à nous un petit peu plus tard dans l'émission. OK, Pat. Sean Strickland contre Jack Hermanson cette fin de semaine. Strickland a offert une leçon de boxe de jab à Jack Hermanson pour devenir vraiment un joueur important à 185 livres. C'est sa 6e victoire consécutive. Deux choses. J'ai trouvé que c'était une très belle victoire. Il avait fait les choses comme il se doit pour l'emporter, mais Sean Strickland, l'homme, lui, était pas content de sa performance. Tu te situes où dans tout ça? Ben, écoute, premièrement, tout le monde était surpris de voir comment il a approché ce combat-là. Tu sais, c'est pas un Sean Strickland qu'on est habitué de voir. Tu sais, d'habitude, il est beaucoup plus arrogant, plus, je te dirais, plus agressif peut-être, mais plus de pression, frappe beaucoup plus en volume. Et surtout, il a plus une grande gueule. Là, je veux dire, il n'a pas parlé à son adversaire à part les 15 dernières secondes. D'habitude, c'est comme un peu sa marque de commerce. Il fait beaucoup de trash talk pendant le combat. Finalement, là, il n'a pas dit un mot du début à la fin. Il s'entraîne avec une nouvelle équipe aussi. Là, il faut dire qu'il y a plusieurs places, il s'est fait mettre dehors aussi parce que c'est un gars qui n'est pas très plaisant à s'entraîner avec parce qu'il ne s'entraîne pas. Lui, il fait du sparring. Il fait des combats toutes les fois qu'il s'entraîne. Donc, ça te prend du monde qui sont assez... c'est game, je te dirais, là, pour s'entraîner avec lui, parce que c'est pas le fun. Mais on dirait que là, il a trouvé une bonne place. On dirait que là, il est arrivé avec une stratégie de combat, ce que dans les derniers combats, on n'a pas vu, même s'il était sur une belle séquence de victoire. C'était plus un brawler qui allait, puis qui swingait, puis qu'il rentrait dans la tête de ses adversaires. On a vu qu'il était arrivé d'être beaucoup plus posé. Puis je pense que ça nous a surpris, mais je pense que ça a un peu dérouté aussi Hermanson, qui s'attendait peut-être à une guerre de mots, puis peut-être à avoir un combattant plus énervé, moins posé devant lui. Oui, effectivement. Donc, Sean Strickland, qui l'a emporté, soit dit en passant, par décision partagée. Ça, c'est spécial. Hein? Ben, en fait, c'est spécial. C'est pas nécessairement la bonne décision. Le bon gagnant a été nommé, Sean Strickland, mais difficile de voir comment un juge a pu donner 3 rounds à Hermanson, Pat. Hein? Ah non, c'est horrible. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis le coach de Sean Strickland veut que il a mentionné dans la conférence de presse après, il dit, moi, je veux que ce juge-là soit mis à part, je veux qu'il soit congédié, puis je partage à 100% pas sa décision, mais son énoncé. Je partage à 100% son idée. Ça n'a aucun bon sens qu'il y ait un juge qui a vu Hermanson gagner ce combat-là. Sérieux, c'est dangereux. C'est dangereux pour les combattants. Tu sais, je veux dire, comment tu fais? Il n'y a personne qui veut se rendre à la décision. Il n'y a personne, pas un combattant qui dit là, il me semble que j'aurais besoin d'une bonne décision aujourd'hui. Non, il n'y a personne qui veut se rendre à la décision. Mais quand tu te rends à la décision, tu veux te faire juger par des juges compétents. Encore une fois, on a encore. Puis
là, je généralise, c'est vrai, il y en a des excellents bons, sauf que ceux-là qui sont pas bons, là, ils mettent un nombre sur ceux-là qui sont bons. Puis ceux-là, c'est les autres, parfois, qui font changer les soudeurs, qui ne voient pas la même chose, l'éducation. Je trouve ça... Je vais t'arrêter. Je pense que c'est tes écouteurs qui... je sais pas si t'entends, là, mais est-ce que tes écouteurs sont bien branchés? Parce que le micro semblait faire un petit peu de bruit. Donc... Parle-moi donc 2 secondes. Oui. Ouais, ça a l'air très bon. Mais bon, je suis d'accord avec toi. En passant, le nom de ce juge, Sal D'Amato, c'est un gars qu'on voit souvent, très, très, très souvent, surtout au Nevada, à Las Vegas. Il est juge pour de nombreux combats. Et je lisais, en fait, il y a un site spécialisé qui a fait un peu son portrait où essaie d'analyser ses décisions parce qu'il a aussi trouvé que ça n'avait pas nécessairement de bon sens. Je pense pas qu'il va se faire mettre dehors là, parce que, je veux dire, il y en a qui ont des pires feuilles de route que lui qui sont encore juges présentement. Mais il n'était pas souvent le juge. Sal D'Amato n'est pas souvent le juge dissident lorsqu'il y a des décisions partagées. Donc, mauvaise soirée au bureau peut-être. Difficile à expliquer, mais bon. Peut-être donnons la chance aux coureurs. Mais... Oui, mais Ben, tu peux avoir une mauvaise journée au bureau quand tu es combattant, mais pas quand tu es juge. Tu as l'avenir des combattants dans tes mains. Puis quand tu regardes ça, puis ça n'a aucun bon sens. Il y a un juge qui a donné 4 rounds à 1. Je pense que les 2 autres juges ont donné 4 rounds à 1 à Strickland. Puis l'autre donne le combat à Hermanson. Je veux dire, il était où? Il regardait où le combat? Ça n'a aucun bon sens. Puis ça joue... ça joue sur le... Souvent, c'est pas la bonne décision qui est donnée. Ça joue sur le portefeuille des combattants. Ça joue sur un avancement dans le classement. Là, la bonne décision a été nommée parce que Strickland, c'est lui qu'il fallait qu'il gagne puis il a gagné. Mais à un moment donné, là, tu veux te faire juger par du monde qui sont compétents. Puis encore là, tu t'en vas même si tu as dominé le combat puis tout le monde l'a vu. Encore là, tu as un doute de savoir si le juge a vu la même chose que les autres. Oui, exactement. Donc... Sixième victoire donc pour Sean Strickland. Défaite pour Jack Hermanson qui, lui, ça fait mal parce qu'à chaque fois qu'il... Il y a une défaite contre Marvin Vettori il n'y a pas si longtemps, une défaite contre Jared Cannonier. À chaque fois qu'il... Et là, une défaite contre Strickland. À chaque fois qu'il monte de niveau de compétition, le Joker, c'en est trop pour lui. Est-ce que c'est pas la fin de sa carrière, là, mais est-ce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Jack Hermanson dans un combat où on pourra dire ça pourrait le propulser vers un combat de championnat? J'ai l'impression que ça fait 3 combats comme ça dans les dernières années, puis à chaque fois, il arrive à court. Ben, t'as raison. Écoute, il y a eu des grosses victoires quand même contre David Branch, contre Jacare, puis après ces victoires-là, il y avait tout le temps une occasion d'aller vraiment solidifier sa place, peut-être d'être un aspirant potentiel au titre. Mais finalement, contre Gastelum, c'est vraiment une belle victoire, une soumission. Ouais. Puis après ça, pas été capable de boucler la boucle face à Vettori. Fait oui, c'est quelqu'un qui a de la misère à aller chercher le gros combat qui va l'amener vraiment à la bonne place. Je pense pas que c'est pas la fin de sa carrière, mais je pense pas qu'on va le revoir dans un main event de sitôt. Exactement. Et pour Strickland, Strickland et la division, je veux savoir ce que tu en penses en fait, parce que plusieurs observateurs disaient qu'avec une 6e victoire consécutive, Strickland pourrait potentiellement être considéré pour devenir aspirant au titre. Est-ce que tu penses que le fait qu'il a gagné par décision partagée, de surcroît, même si c'est pas la bonne décision, on vient d'en parler, mais le fait qu'il n'a pas fait un statement, qu'il n'a pas gagné de façon spectaculaire avec un gros finish, est-ce que ça pourrait lui coûter cette place à très très court terme en combat de championnat? Moi, je ne le vois pas en combat de championnat du monde tout de suite. Là. On est loin de tout, à mon avis. Je pense qu'il faudrait qu'il se mesure à du monde qui sont en avant de lui. Là, il était 7e, là, il a battu le 6e. Fait que là, dans le top 5. Au moins, pas quelqu'un qui est dans 4 ou 5e. On parlait de Vettori, entre autres. Vettori, c'est un de ses meilleurs amis. Fait que là, lui, il disait, je sais pas, mais j'ai appelé Vettori, puis il dit, regarde, si l'argent est là, pourquoi pas, on va y aller, c'est de la business. Lui, de toute façon, ami ou pas ami, là, il va se battre contre n'importe qui, on le connaît un peu. Mais, regarde, je pense, écoute, moi, t'as raison. Tu sais, quand tu es dans une position comme ça, à 7e ou 6e, faut que tu fasses un gros statement pour passer en avant des autres qui sont en avant de toi. Lui, il n'a pas fait action gros.
Exactement. Donc, à suivre, et là, ça va être intéressant parce que le titre est en jeu. Donc, cette fin de semaine, il y a également Brunson et Cannonier qui sont classés 3 et 4 qui vont s'affronter également sur la carte principale de l'UFC 271. Donc, ça ressemble pas mal plus à un combat éliminatoire que celui qu'on a vu cette fin de semaine. Donc, grosse victoire pour Sean Strickland. Il faut parler, Pat, de cette contre-performance de Marc-André Barriault. On l'a reçu au podcast il y a quelques semaines. Il était en confiance. Il avait le couteau entre les dents. Il était prêt. Mais ça ne joue pas à grand-chose. C'est un sport qui est cruel. Parfois, 16 secondes, il s'est fait pincer, on va le dire comme ça, par Chidi Njokuani, qui a mis fin au travail très rapidement à ses débuts à l'UFC. 16 secondes, le gros KO de l'Américain. Et Marc-André est déçu. Il l'a dit sur ses médias sociaux. Va pas abandonner. C'est des choses qui arrivent. Je veux dire, il y a peut-être un moment d'inattention ou commencer le combat de façon un peu nonchalante et bang, il s'est fait surprendre. Je peux pas dire une contre-performance parce qu'il n'y en a pas eu de performance. Je veux dire, il s'est fait pincer. Une contre-performance, c'est quand tu ne livres pas la marchandise puis tu sens que le combattant n'est jamais dans le combat. Puis, ben ouais, ça ne tente plus ou ça ne tente pas. Ça, c'est une contre-performance. Là, à 16 secondes, il s'est fait pincer. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça a été une mauvaise décision? Je crois que oui. J'ai parlé à son homme de coin aussi, Julien, puis on avait dit, le petit coup de pied qu'il a donné juste avant, il m'avait dit, ce genre de coup de pied-là, on sait que Marc-André aime bien ça le faire en début de combat, juste pour saisir son adversaire. Mais on l'avait fait, on lui avait dit de ne pas faire ça pendant presque un mois de temps. Puis on avait comme drillé à pas faire ce genre de coup de pied-là, mais quand le combat commence, ça va tellement vite, fait que tu te ramènes à tes instincts, à ce que tu fais toujours. Mais quand tu te bats contre un combattant qui est grand, qui a une plus longue portée, puis en plus qui te met de la pression, il était quasiment le dos contre la cage de Marc-André, donc beaucoup de pression. Lancer un petit coup de pied comme ça, c'est dangereux, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Quand tu lances un coup de pied, puis tu fais pas un set-up avant, là, ce que je veux dire, c'est quand tu lances pas des mains avant de lancer un coup de pied, ben, je veux dire, c'est beaucoup télégraphié. Donc, ça me prend juste un bon timing, un bon synchronisme pour terminer le combat, puis c'est exactement ça que Njokuani a fait. Il est arrivé, puis aussitôt qu'il a vu l'occasion, il est arrivé avec une belle combinaison. Le coup sur l'oreille a plus fait perdre l'équilibre à Marc-André, je te dirais, parce que l'équilibre est entre les deux oreilles. Mais après ça, les bons ground and pound, il a eu solide, crochet uppercut, qui a vraiment ébranlé Marc-André. Sa première défaite en carrière par KO. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va rebondir de ça. Tu sais que Marc-André, c'est un travaillant, c'est un gars qui est super résilient. Il nous l'a démontré dans sa carrière aussi. Et je vais me faire un peu le défendeur de Marc-André, là, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui, moi, je me mets en position du combattant, je me mets en position du fan aussi. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce qu'il a fait. Beaucoup de critiques, il y en a qui l'ont traité de jambon, il y en a qui ont dit que ça n'avait pas d'allure, il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas d'affaire là. Il y en a qui oublient qu'il y a eu une année parfaite. En 2021, il y a eu 2 victoires de suite. C'est facile de juger quand tu es dans ton salon et tu regardes quelqu'un se fait knocker en 16 secondes. C'est pas parce que t'es pas bon en 16 secondes, c'est parce que tu t'es fait clipper et ça peut arriver à tout le monde. J'ai bien de la misère à pas répondre à ce monde-là. Maintenant, je me calme parce que je me porte à la défense de beaucoup des athlètes à un moment donné penses-tu vraiment que Marc-André voulait perdre en 5 secondes? À un moment donné, il faut que tu te mettes à la place de l'athlète aussi. C'est 2 mois de sacrifice, 8 semaines d'entraînement pour arriver, puis tu perds en 16 secondes. C'est pas vraiment le KO qui fait mal, c'est t'as pas été capable de montrer ce que tu valais puis ce que tu t'es amélioré. Ça fait encore plus mal. Donc, je comprends, il y a des gérants d'estrade, je comprends, il y a du monde qui sont pas contents, mais écoute, moi, je vous dirais, gardez-vous une petite gêne si vous n'avez jamais mis le pied dans l'octogone. Ouais, 100%. Tu fais bien de défendre. Puis comme tu as dit au départ, c'est qu'il n'a pas eu de performance. C'est qu'il n'a pas eu la chance de montrer sur quoi il avait travaillé durant son long camp d'entraînement en Floride. Il était, peut-être 8 semaines de camp d'entraînement pour un adversaire, mais il était en Floride depuis le mois de mai à temps plein, s'entraînait avec une super équipe. Et en 16 secondes, c'est ça. Puis c'est la Ligue nationale. Là. C'est les meilleurs au monde. Là. Je veux dire, chez Njokuani, c'était son premier combat à l'UFC. Mais il y a une trentaine de combats professionnels. C'est battu à Bellator, notamment, contre de très, très bons combattants. Son frère, qui était dans l'octogone, dans son coin, en fait, avec lui samedi, c'est un ancien combattant de l'UFC aussi. Donc,
c'était pas une verte recrue là, que Marc-André affrontait. C'était un excellent kickboxer, un excellent combattant. Puis c'est ça, c'est 16 secondes. Et si ça n'a pas rentré, l'histoire du petit coup de pied en un mois, peut-être que ça va rentrer là. Je veux dire, on le sait pas, mais tu sais, je veux dire, il savait qu'il ne devait pas le faire. Sûrement qu'il le reconnaît aujourd'hui. Il en a payé le prix. Merci, bonsoir. Et là, maintenant, c'est de la façon dont on se relève qui va vraiment déterminer de quel bois Marc-André chauffe et quel genre d'athlète il est. Ben, ça démontre aussi que, tu sais, on joue au hockey, on joue au football, mais on ne joue pas à se battre. Une erreur te coûte la victoire, puis je veux dire, c'est des erreurs dans une fraction de seconde qu'il faut que tu prennes la bonne décision. Puis des fois, ben, c'est dans cette fraction de seconde-là, tu ne prends pas la bonne décision, puis c'est la fin. Puis Marc-André Barriault sera peut-être jamais champion du monde. Je comprends, là, ici au Québec, on a connu des Georges Saint-Pierre, on a des Pat Côté qui sont déjà battus en combat de championnat, Valérie Letourneau en combat de championnat aussi, des David Loiseau qui ont été parmi les meilleurs de leur discipline. Puis, je veux dire, on a été gâtés parce que c'est comme si nos attentes sont vraiment élevées. On s'attend à rien de moins que des champions. Mais c'est difficile. Encore plus aujourd'hui. Il y a à peu près 500 combattants. Le sport est vraiment plus gros qu'il l'était à l'époque. Les athlètes sont tout simplement incroyables aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à jamais devenir champion du monde à l'UFC. Puis à un moment donné, il faut arrêter de comparer aussi. Il y a différentes époques, il y a différents combattants. Il faut arrêter de comparer ce qui s'est passé dans le passé. Puis il faut arrêter de comparer tous les Québécois et les Canadiens qui vont se battre au UFC, les comparer à Georges Saint-Pierre. C'est comme si tu compares tous les joueurs de hockey à Wayne Gretzky. Ah ouais. Exact. Je veux dire, tu peux pas faire ça. Je veux dire, c'est un athlète d'exception, Georges. Les autres travaillent fort pour arriver à être capable de... Je en fais partie, moi aussi. Là, fait que, à place de comparer les athlètes, ben, prenez-les entièrement ce qu'ils sont, puis encouragez-les à eux autres. À la place de les dénigrer, vous dire hey, il ne sera jamais un Georges Saint-Pierre. Ben non, il sera jamais. Il n'y a personne qui va être un Georges Saint-Pierre. Mais il peut être le premier Marc-André Barriault. Il peut être la meilleure version de soi-même si on l'encourage et si on met tout notre cœur à vouloir qu'il soit meilleur. Donc, à la place de critiquer, là, ben, soyons donc tous ensemble pour nos Québécois qui en ont 4 dans l'UFC. Sur 700 combattants, il y a 4 Québécois au UFC. Maintenant 5 avec Yohan. Avec Yohan. À un moment donné, on n'est pas beaucoup. Là. Pourquoi se cracher sur la tête au lieu de s'encourager? Je comprends pas. Exactement. Donc, tu fais bien de le mentionner, mais c'est ça. Soirée difficile. Je parlais de soirée difficile au bureau. Ça en a été une pour Marc-André, mais qui a écrit sur ses médias sociaux qu'il allait revenir. Et la bonne nouvelle aussi dans son cas, c'est que si c'était arrivé, on le sait, on connaît ses débuts à l'UFC. Il a perdu ses trois premières sorties. Après ça, sa première victoire a été renversée. Mais là, il était sur une séquence de 2 victoires. Donc, il n'a pas... Si cette défaite-là, de cette façon-là, serait arrivée alors qu'il était sur une séquence de défaites, là, on peut se dire, ouf, c'est peut-être... Peut-être que ça va coûter très cher, ça va peut-être coûter son emploi à Marc-André. Après une séquence une année parfaite en 2021, une séquence de 2 victoires, 2 belles victoires, Marc-André n'est pas en danger de quitter l'UFC. Donc, au moins le timing il n'y a jamais de timing parfait pour une défaite comme ça, mais dans les circonstances, c'est peut-être le moins pire des scénarios. Ben, c'est ça, parce que c'est pas une contre-performance. Il s'est fait pincer. Ça arrive. C'est plate, ça arrive. Bon, OK. Enchaînons sur un gars qui, lui, ce qu'on a vu de lui à date dans l'UFC, c'est quand même un échantillon de 3 combats, mais un gars qui pourrait potentiellement atteindre les plus hauts sommets. C'est le Kazakh Shavkat Rakhmonov qui l'a emporté au premier round contre Carlson Harris. Il est chez les mi-moyens, cet athlète. 3 combats à l'UFC, 3 victoires avant la limite. Celle-ci, ça a été un KO percutant. D'abord, un coup de pied renversé. Il a foncé sur sa proie. Il en a fini rapidement. Ça lui a pas pris beaucoup de coups, là, Rakhmonov, pour imposer sa loi contre Harris. Méthodique. Et quand il a touché la cible, c'était terminé. Un gars qui est super posé, qui est difficile à lire aussi quand tu te bats contre lui. Là, il est très, très froid, il est très calme. Donc, même s'il fait des feintes, il ne mord pas aux feintes. Puis c'est un gars qui est, je pense qu'il est rendu à 15-0. Puis il a fini tous ses adversaires avant la limite. C'est un gars qui a l'air super timide. Mais en entrevue après le combat, il a quand même lancé un défi à Michel Pereira. Donc, je comprends pas je sais pas, je comprends pas c'est quoi le challenge envoyé à Michel Pereira, mais écoute, ça pourrait être intéressant. Michel Pereira, il est tellement flamboyant, il court un petit peu partout. Il est dur à suivre comme pace. Donc, un gars qui est calme comme
Rachmanov. Rachmanov, exact. Ça pourrait être intéressant avec l'âge de style. Mais oui, c'est un gars qui est ultra dangereux puis qui est tellement en confiance. Je pense que c'est ça qui fait son calme aussi. Il est tellement en confiance qu'il prend son temps, puis je pense que le premier 45 secondes, il n'a même pas lancé un coup. Il attendait, il lisait son adversaire. Ce qui fait que lui, si ton adversaire ne lance pas un coup, c'est dur de le lire en début de combat. Fait que, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui pourrait devenir, je ne sais pas une grande vedette, là, mais qui pourrait monter les échelons très rapidement. Ouais, parce que côté charisme, on repassera. Ben là, je veux dire, il y a le temps il y a le temps de s'améliorer à ce niveau-là, peut-être. Ça n'a pas l'air, à première vue, ça n'a pas l'air d'être dans son style, d'être très charismatique, mais le fait qu'il ne parle pas l'anglais non plus, c'est parfois difficile. Quoiqu'il y a beaucoup de Brésiliens qui parlent simplement portugais qui réussissent à attirer leur épingle du jeu, donc peut-être que le Kazakh sera en mesure de le faire également. Mais au niveau qualité physique et qualité athlétique et qualité de combattant, c'est la totale. Donc un nom à surveiller, Shavkat Rachmanov. Un mot sur Julian Erosa contre Steven Peterson. Peterson qui avait raté la pesée. Ça lui a coûté très cher, Pat. Parce que ce combat-là a été le combat de la soirée. Donc, il n'a pas pu toucher son bonus de 50 000 $ et il a dû donner en plus 30% de sa bourse à Julian Erosa. Peut-être pas parler nécessairement du fait qu'il a manqué le poids, mais au moins les deux gars ont donné tout un show. C'était de loin le meilleur combat de la soirée. Oui, puis je suis content parce qu'on a donné le 50 000 à Erosa. Ce qu'on n'a déjà pas fait dans le passé. Ça avait un peu outré tout le monde. Moi, le premier concerné, je disais, ben, vous êtes supposé donner quand même le 50 000. Pourquoi vous le gardez? Là? Je veux dire, les gars, ils se battent. Là, puis, fait que, avant, à un moment donné, il y avait le combat de la soirée, c'est 50 000 à chaque barre. Fait qu'il donne 100 000 en tout pour le combat. Puis il avait donné juste 50 000 au gagnant. Parce que l'autre, justement, n'avait pas fait le poids. Mais j'étais là, tout le monde, pourquoi vous ne donnez pas juste le 100 000 au gars qui l'a fait le poids? Fait que c'est ça qu'ils ont fait. 100 000 $ de plus dans le compte à Erosa. Puis ça, je trouve ça bien. Il a fait le sacrifice de faire le poids, lui. On donnait un bon show, il a fait un bon spectacle. Ah ouais. Tant mieux. Exactement. Non, tu fais bien de le mentionner. Rapidement, parce qu'on va parler de l'UFC 271 avant de recevoir Michael Dufort, comme je vous le disais. Il y avait 4 Canadiens en tout. On a parlé de Marc-André Barriault, mais les 3 autres sur la carte l'ont emporté. Malcolm Gordon contre Dennis Bondar, qui a subi une blessure, une vilaine blessure à un coude. Hakeem Dawoudou, grosse performance puis contre Michael Trezano. Puis Alexis Davis, la vétérane, contre Julia Stoliarenko. Un mot sur Dawoudou, c'est celui qui m'a le plus impressionné, Pat, et c'est celui probablement chez les Canadiens qu'on a vu en action qui est le plus près d'un top 15, qui connaît vraiment une très belle carrière à l'UFC. Puis cette fin de semaine, c'était une très très belle performance. Victoire encore à la décision toutefois, mais il a dominé. Oui, il a donné une clinique, puis tu dis qu'il a une belle carrière à l'UFC, mais lui, il dit en entrevue, il dit si j'avais perdu ce combat-là, je prenais ma retraite. Il est dur avec lui-même. Puis je pense que tu as raison, pour monter encore plus vite, c'est sûr que ça te prend des finishes. C'est ça qui manque à Dawoudou. Puis il a donné une clinique, je veux dire, vraiment une clinique de Muay Thai à son adversaire, mais il n'a pas fini. C'est tout le temps cette petite affaire-là qui va y rester. Puis quand tu es un decision fighter, quand ça commence à te coller à la peau, là, c'est dur de négocier des contrats à la hausse, c'est dur d'avoir des combats plus payants, c'est dur d'avoir des combats qui a plus de lumière. C'est peut-être ça le danger qui guette. Un mot sur Sam Alvey, Pat. Aucune victoire, 7 défaites, 1 combat nul à ses 8 dernières sorties. Il a encore perdu par soumission, en fait, contre Brendan Allen cette fin de semaine. Il a dit qu'il n'allait pas accrocher ses gants. Sam Alvey. Oui, c'est correct, mais où est-ce qu'il va se battre? On ne sait pas. Je veux dire, le monde il faisait bien des jokes en voulant dire OK, là, finalement, l'UFC va lui donner un contrat de 4 combats. C'était comme un running gag. Là, ouais. Un running gag, parce que là, ça en est rendu un. C'est plate, mais ça en est rendu un. Sam Alvey ne mérite pas d'être un mème, ne mérite pas d'être un running gag, mais ça en est rendu un à cause, justement, de ce que tu viens de le dire. Puis je sais pas c'est quoi qu'il y a derrière ça. Pourquoi qu'on le garde encore après 8 combats sans victoire. Là, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur demain ou dans le prochain mois ou whatever. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas parce que ça n'a pas de bon sens. On verra bien ce qui va arriver. Donnons le crédit quand même à Brendan Allen, le jeune combattant américain. Belle victoire pour lui, il retrouve le chemin de la victoire. Et à la défense de Alvey, il devait affronter Jan Heinisch au départ. Ça a été remplacé par Phil Oz, qui n'a pas pu
combattre non plus. Donc, à la dernière minute, c'était Brendan Allen. Allen est peut-être le meilleur de ces trois-là. Puis lui, Harvey, peu importe c'était qui, il disait oui. Donc, pour l'excuser, en partie peut-être, mais ça n'empêche, incapable d'aller chercher une victoire depuis 4 ans maintenant, presque. Smilin' Sam. OK, on va passer, Pat, au moins les 15-20 prochaines minutes à parler de l'UFC 271. Gros événement télé à la carte cette fin de semaine. De un, quand Israël Adesanya se bat, c'est toujours un événement. Il va tenter de défendre sa ceinture pour la 4e fois consécutive. Penses-tu que Robert Whittaker peut solutionner... On commence à le connaître, là, Israël Adesanya. On connaît son style. On sait qu'il est très agile. Est-ce que Robert Whittaker a les outils pour solutionner Izzy Adesanya ou c'est simplement que le Néo-Zélandais est trop fort, trop bon? Oui, très, très bon. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on l'a vu comment il était battable quand il s'est battu contre Bovic. Même qu'il a dit qu'il n'avait jamais été en danger et que c'était Bovic qui avait été plus en danger parce qu'il avait sonné. C'est vrai, mais il a quand même perdu le combat. À cause justement qu'il s'est fait amener au sol, s'est fait contrôler par pas un si grand lutteur que ça, on va se le dire, Bovic. C'est juste qu'il y a eu un bon timing à un moment donné, une couple de fois. Ça dépend toujours comment Whittaker va approcher ce combat-là. Il a dit qu'à son dernier combat, il avait approché le combat avec un manque d'humilité qui se pensait déjà plus gros que le combat, qu'il avait déjà peut-être pensé à l'après Adesanya, que c'était juste un feu de paille. Puis finalement, il s'est fait pincer, puis il s'est fait knocker, puis il a perdu son titre. C'était chez lui en Australie. C'était la grosse rivalité Nouvelle-Zélande-Australie. C'était en Australie, devant des milliers de fans de Robert Whittaker aussi. Donc peut-être cette pression-là qui rentre en ligne de compte. Ouais, peut-être. Écoute, on verra comment il va arriver. Est-ce qu'il va présenter quelque chose de vraiment nouveau? C'est peut-être ça la clé. Il faut qu'il arrive avec quelque chose qu'Adesanya ne s'attend pas ou qu'est-ce qu'il n'a pas vu dans le premier round. Adesanya a dit, il va arriver avec quoi? Il a-tu appris des nouveaux mouvements? Il a-tu appris à voler? Je veux dire, il dit, si c'est le même combattant, il va arriver exactement la même affaire de ce qu'il a dit. C'est ce qu'Adesanya a mentionné. Et j'ai un peu l'impression qu'il a raison. J'ai un peu l'impression qu'il a raison. Il va falloir que Whittaker arrive avec des nouvelles, je sais pas, des nouvelles techniques ou une nouvelle approche ou une nouvelle stratégie. Un nouveau plan de match. Ouais. Je suis en train de regarder, je veux jeter un coup d'œil aux statistiques de Robert Whittaker parce que tu l'as dit, la façon peut-être de battre Israël Adesanya, c'est de lutter, de l'amener au sol. Plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr que ce gars-là, le champion, sa spécialité, c'est le combat debout, c'est le kickboxing. Il travaille bien sûr beaucoup sur sa défense, d'amener au sol. Mais Robert Whittaker, contre Kelvin Gastelum à sa dernière sortie, 4 amenés au sol quand même, il n'est pas reconnu comme... Corrige-moi si je me trompe, là. Il est un correct lutteur, mais il n'est pas reconnu à 185 livres contre un bon lutteur. Donc, je veux dire, si ça devient un combat de boxe ou un combat de kickboxing, c'est difficile de penser que Whittaker peut gagner. Ouais, mais regarde, t'as raison. Mais il va falloir qu'il trouve une façon parce que c'est un gars qui est très droit. C'est un gars qui est plus un style de karaté aussi. Il est très droit, toujours sa pointe des pieds. Il a une très bonne jambe arrière qui cache très bien suite à ses frappes, à part d'un angle qui n'est pas commune. Adesanya, ça? Non, Whittaker. Okay. Il a très, très bonne jambe arrière. Ouais. C'est un gars qui est un peu un point fighter avec les bras ou avec les mains aussi. Mais pour Adesanya, c'est un peu plus facile à lire pour faire de la contre-attaque. Donc là-dessus, il faut voir qu'il s'ajuste. Parce que quand il part, c'est un peu télégraphié justement à cause que ses coups sont poussés. Non pas, c'est pas comme de la boxe traditionnelle. C'est des coups poussés qui vont vers l'avant pour finir avec une jambe. Donc avec les mains, c'est plus facile à lire au niveau de la contre-attaque pour Adesanya. C'est un peu comme ça qu'il a pensé au premier combat. Ouais, c'est ça. La dernière fois, c'était à l'UFC 243 et c'est exactement ça. Et Adesanya voulait un peu dévisser la tête aussi. Whittaker voulait un peu dévisser la tête à Adesanya aussi. Ce qui lui a probablement coûté le combat parce que c'est une grosse droite télégraphiée et on connaît le mouvement, la défense d'Adesanya et le mouvement de sa tête, c'est une de ses forces aussi. Donc, facilement recule, évite la grosse main droite et il va d'un coup en contre-attaque qui a sonné le glas de Robert Whittaker. Non, je regarde les stats
Whittaker n'a pas beaucoup de KO à ses dernières sorties. Son dernier KO, ça remonte à 2017 avec un coup de pied contre Jacare Salsa. Sinon, ses dernières victoires, ça a été des décisions. Et il n'a pas réussi beaucoup d'amener au sol et pas beaucoup de contrôle là, au sol dans ses victoires. Comme tu as dit, il a un point fighter. Il a gagné vraiment au point avec son volume de coups et sa précision lors des dernières sorties. Mais contre Israel Adesanya, qui est un gars qui peut te faire manquer beaucoup et te faire payer cher quand tu manques, ça va vraiment être intéressant de voir ce que ça peut donner. Et pour Whittaker, 3 victoires de suite. Izzy, une seule défaite en carrière, c'était à l'UFC, c'était à 205 livres contre Jan Blachowicz, comme on l'a mentionné. Donc, la table est mise pour une revanche entre Robert Whittaker et Israel Adesanya. Whittaker qui va tenter de récupérer la ceinture que Izzy lui avait volée en 2019. Je veux parler tout de suite de Cannonier contre Bronson dans la même catégorie de poids parce que, évidemment, c'est peut-être le prochain adversaire du champion. La personne qui sera championne samedi soir devrait affronter potentiellement d'ici quelques semaines ou quelques mois le gagnant de ce duel entre Cannonier et Bronson. Hein? Oui, dépendamment si Whittaker gagne ou perd. Je pense que si Whittaker gagne, on pourrait peut-être faire une trilogie. Une trilogie, ouais, t'as raison. Peut-être, mais assurément, c'est un combat éliminatoire pour le prochain aspirant, ça c'est sans aucun doute. Jared Cannonier, écoute, depuis qu'il est redescendu à 185 livres, il a vraiment une très belle carrière, ça va super bien. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Ça dépend toujours de quel Derek Bronson qui va se présenter. Bronson, il a eu des performances inégales souvent dans sa carrière. Mais s'il arrive vraiment comme on l'attend puis comme on le connaît à sa meilleure forme, ça risque d'être tout un combat. Cannonier, depuis qu'il est chez les moyens, 4 victoires, 1 défaite. Avant ça, il était chez les lourds et chez les mi-lourds. C'est quand même fou de penser que ce gars-là se battait il n'y a pas si longtemps chez les poids lourds. 3 et 4 à l'UFC dans ces deux catégories de poids-là supérieures. Et depuis qu'il est descendu à 185 livres, 4 et 1. Sa seule défaite, c'est contre Whittaker, en fait, si mon souvenir est bon. Et pour Derek Bronson, 5 victoires consécutives. Sa dernière défaite, c'était contre Adesanya aussi. C'était pas en combat de championnat. Et on dit de Bronson que depuis ses terres en blond, en fait, il est invaincu. Donc, le blanc de Bronson. Le blanc de Bronson. Mais à quel genre de duel tu t'attends? Deux gars assez solides également debout. Bronson peut-être un meilleur lutteur? Oui, absolument. Je pense que Bronson va vouloir closer à distance, comme on dit, là, puis vouloir lutter son adversaire, le mettre sur le dos. Cannonier a quand même des bonnes mains, quand même rapide, une bonne boxe, de la puissance. Et je pense que vraiment la faiblesse la force de Bronson, ça va être vraiment d'aller au corps à corps, de travailler la lutte, puis de neutraliser ça en faisant de bons grands pas en étant sur le dessus au sol. Oui, exactement. Donc, duel qui va être très intéressant et très important surtout. La demi-finale de l'UFC 271, c'est un combat de poids lourd entre Tai Tuivasa et Derek Lewis. Derek Lewis, le bon vieux Derek, qui est encore classé 3e dans la catégorie. On lui donne Tuivasa qui est 11e, mais c'est pas un combat pour les classements. C'est un combat pour faire plaisir aux fans. Hein, Pat? C'est deux gars, deux personnages, puis on le sait qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Ils vont swinguer. Ouais, ben on le souhaite. Des fois, Lewis peut être plate en maudit, là, mais écoute, ça dépend toujours si on a peur de la force de frappe de l'autre. Tu sais, chez les poids lourds, là, c'est all-in. Soit on y va, soit on y va pas. C'est jamais dans le milieu. Fait que soit on tourne en rond, puis on va une fois de temps en temps, puis on a peur de la force de frappe de l'autre, ou soit on y va all-in, puis les deux, on dit, regarde, le premier qui va toucher, ben il va tomber. T'sais, c'est pas mal ça qui se passe tout le temps quasiment dans les poids lourds. Mais si on a la deuxième option, écoute, on verra pas tard dans ce combat-là, d'après moi. Non, exactement. Tai Tuivasa, qui vient d'Australie, reconnu pour ses showy. Donc, s'il l'emporte, souvent, elle prend une bonne bière dans son soulier ou dans le soulier de quelqu'un. Mais Derek Lewis qui a dit impossible que moi je fasse ça. Mes pieds sentent trop mauvais. Et puis les deux gars, là je me rappelle plus, je pense que c'est Tuivasa qui a dit quelque chose comme j'étais un peu chaud d'ail quand j'ai accepté le combat contre Derek Lewis. Peut-être que je l'aurais pas fait. Si j'avais eu toutes mes facultés, j'aurais peut-être pas dit oui ou quelque chose comme ça.
Ça vous donne une idée là, un peu des personnages. Lewis, il est encore dans le top. Là, c'est ça. Ça le fait grimper dans les classements assez vite. Là. Ah, s'il l'emporte, c'est ça. Comme je disais, Derrick Lewis qui est 3e. Donc c'est ça. Si Ty Tuivasa peut aller causer la surprise et battre Derrick Lewis, ça serait extrêmement payant pour sa carrière, ça c'est sûr. Il y avait 15 combats de prévus. Je pense qu'il y en a un qui est tombé. On est rendu à 14. Dans les autres... rapidement, Pat, dans les autres. Oui, c'est ça, pour nous. C'est long, 15 combats. 15 combats, c'est beaucoup. C'est beaucoup à préparer aussi. C'est beaucoup à décrire. Ça fait des longues soirées de travail. Bobby Green contre Nasrat Akparas. Bobby Green qui revient d'une victoire assez convaincante contre Al Iaquinta. Ça n'avait pas duré super longtemps. C'était en novembre à New York. Nasrat Akparas, on le connaît, protégé du Tristar. Lui a perdu à sa dernière sortie contre Dan Hooker. Mais c'est intéressant. Nasrat, c'est gang-père depuis quelques temps. Ouais. Ben, tu sais, c'est un gros défi à son dernier combat. Là, vraiment. Dan Hooker. On a vu qu'il n'était peut-être pas rendu à ce niveau-là. Il s'est fait brasser. Puis on a vu que ça n'avait pas été trop compliqué pour Dan Hooker. Donc, c'est ça. Quand tu reviens d'une volée, c'est quand tu reviens de là, ça dépend toujours comment tu l'as pris, comment mentalement tu as été capable de te relever de ça. Donc, un autre bon défi pour le protégé du gymnase Tristar à Montréal. Matt Schnell contre Alex Perez. Perez est 4e chez les mouches, Matt Schnell est 9e. Donc, ça va être un duel important pour la catégorie. Dernier, fin de la carrière de Roxanne Modafferi, Pat. Ouais. Et on lui a pas fait de cadeau, je trouve, pour sa dernière sortie, la pauvre. Elle affronte Casey O'Neill, qui est invaincu. 8 victoires, aucune défaite, mais qui est peut-être considéré comme le plus bel espoir à 125 livres, ou un des plus beaux espoirs à 125 livres chez les femmes. En tout cas. L'affaire, là, c'est que c'est vraiment dur de se battre contre Modafferi. Elle est comme tout croche. Elle est bien bizarre, cette femme-là. Et honnêtement, là, puis même Julia Peña, elle l'a dit, je la connais depuis longtemps. Elle dit, je pense que de toute ma vie, je ne vais jamais rencontrer un être humain aussi unique que cette fille-là. On la voit en entrevue, on la voit en conférence de presse, on la voit dans le combat. C'est une weirdo sympathique. C'est vraiment, là, c'est vraiment, vraiment étrange. Mais, écoute, elle est très bonne en lutte, elle est très bonne au sol aussi. Elle a un combat debout assez déficient. Je ne sais même pas si elle voit son adversaire. Des grosses lunettes, hein? Je ne sais même pas si elle voit l'autre bord, honnêtement. C'est fou, là. Puis, mais écoute, une des pionnières, une des plus grandes pionnières qui existent dans les arts martiaux mixtes. Ouais. Elle a le respect de tout le monde chez les femmes. Ça, c'est sûr et certain. Sans contredit, une des plus respectées puis une des plus aimées dans les arts martiaux mixtes chez les femmes. 46e combat pro pour Roxanne Modafferi qui met un terme donc à sa carrière à l'UFC 271. Et rapidement, Alexander Hernandez contre Renato Moicano. Ça, c'est un duel intéressant chez les légers. Mais en une minute, Pat, deux gars, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu des plumes. Mais là, c'est pas un mauvais jeu de mots parce que Moicano, ça veut dire moineau. Là, mais c'est deux gars qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérés comme des aspirants au titre. Moicano à 145 livres, puis Hernandez, on lui avait donné des gros combats, on le voyait gros là, à l'UFC, puis on peut monter vite dans l'UFC, dans ce sport-là, mais on peut descendre vite aussi. Pour Hernandez, c'est arrivé, il avait battu Benel Dariush à son premier combat. C'est parti sur un hype, puis là, quand on l'a mis face à Cowboy Cerrone, le hype a dégonflé pas à peu près, parce que Cerrone l'avait pris personnel. Il dit, ouais, vous voulez monter ce jeune-là face à moi? Ça n'avait pas été facile pour Hernandez. Non, c'est ça. Il faut faire attention. Fait que, je pense que c'est un bon combat pour voir ce que les deux gars sont rentrés dans leur carrière. Exactement. OK, Pat, donc la table est mise pour l'UFC 271. Soyez des nôtres pour les combats préliminaires, bien sûr, à RDS 2 à 20h. Et ça se poursuit à la télé à la carte dès 22h. On a la chance d'accueillir un invité pour terminer cet épisode de Dans la cage. On retrouve tout de suite Mickaël Dufort. Est-ce que tu m'entends, Mick? Je t'entends super bien. Comment ça va, les boys? Ça va très bien. Merci d'être là, Mick. Tu sors d'un entraînement, d'ailleurs. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Parce qu'un entraînement qui... je ne sais pas si tu as commencé officiellement ton camp d'entraînement, mais il faut parler de la grosse nouvelle qui est sortie au cours des derniers jours. Tu vas avoir la chance de tailler une place à la Professional Fighters League, mais c'est dans un nouveau concept.
qui s'appelle la série Challenger. C'est le 18 mars, hein? Donc tu vas te battre pour essayer d'impressionner un panel de juges pour obtenir ton billet à la PFL. D'abord, Mick, comment tu as eu vent de cette opportunité-là? Comment on t'a approché? Comment ça s'est passé, là? En fait, mon agent n'a pas voulu me le dire, mais avant même mon dernier combat au Québec contre Prepolek. Oui, Prepolek, dirait ça. J'avais déjà l'opportunité j'avais déjà la chance de faire partie du Challenger Series. OK. Puis, mon agent, en gros, il voulait juste pas me déconnecter de ce combat-là. Fait qu'il a dit, inquiète-toi pas, fais ton combat. Fait que là, j'ai fait mon combat. Puis, il m'a dit, prends une semaine. Puis, inquiète-toi pas, j'ai des bonnes nouvelles, peu importe ce qui se passe, peu importe. Puis, OK, là, le combat est passé, une semaine est passée. Puis, il m'a annoncé ça. Puis, je pouvais pas être plus content parce que là, ça va être mon deuxième combat en Floride. Puis là, je m'en vais à Orlando. Je trouve ça fucking nice. Puis, en plein ça, là, c'est une méga chance. Là, je vais embarquer dans justement, il faut que je fasse mes preuves dans Challengers, il faut que j'épate un panel de juges. Puis mon style est fait pour ça, fait que c'est parfait. Puis après ça, j'espère me tailler une place dans le tournoi. Dans la saison, en fait. Parle-moi un peu de ton adversaire, puis qu'est-ce que tu as changé de ton dernier combat? Parce que tu étais sorti de là un peu déçu peut-être de ton approche de combat ou des décisions que tu avais prises dans le combat. Parle-moi de ton adversaire un peu, puis comment tu approches ce combat-là? Olivier Aubercier, mesdames, messieurs, qui vient hijacker notre entrevue. C'est probablement la personne à qui je dois cette chance-là de combattre pour PFL parce qu'il m'a amené dans ces deux camps d'entraînement. Ces deux, j'ai fait partie de ces... Salut, Ali! Il me doit tout. Je lui dois tout. Il m'a permis. Il m'a permis de rencontrer toute l'équipe de PFL. Puis, je sais pas, les Américains ils aiment bien les Canadiens. Puis, on a bien paru. Puis, bref, la question, c'était... Parle-moi de ton adversaire de 1 et de 2. Au dernier combat, tu es sorti de là, puis tu étais un peu déçu peut-être des décisions que tu avais prises dans le combat. Qu'est-ce que tu as changé à l'approche du prochain combat? Oui, mais c'est ça. À chaque fois que tu perds un combat, tu es tout le temps déçu, mais il y a tellement à apprendre de défaite. Puis c'est un peu... En fait, c'est vraiment sur quoi on travaille pour le prochain combat, de vraiment être plus axé sur le plan de match, puis stick to it. Puis j'ai vraiment l'impression d'être un grinder. Là, on travaille à grinder, puis quand ça marche pas, on réessaie. Un peu le style des Russes, des top élites russes qui sont dans l'UFC aujourd'hui, comme Nurmagomedov, puis Makhachev, un peu travailler, puis fatiguer son adversaire. Puis ça va être le plan. C'est vraiment ce que j'ai pas assez fait à mon dernier combat pour aller chercher la victoire. Fait qu'on va, comme j'ai dit, stick to the plan, puis être fatigant, là, être dans le visage à Pogo, qui est quelqu'un qui frappe linéaire, qui lance des gros coups. Mais ce que j'aime, c'est que, contrairement à Prepolek, un peu, c'est justement le Challenger Series, il faut épater les juges. Fait que le gars, il reculera pas. Prepolek, son style, c'est ça. C'est de reculer. Ouais. Puis quand j'attaque, lancer un coup, puis continuer à reculer. C'est vraiment du Counter-Strike. Puis j'ai l'impression que le concept de l'organisation, de l'événement de PFL, c'est on veut deux gars qui se rentrent dedans. Puis ça, c'est mon style. Donc, je pense vraiment que j'ai le style parfait pour aller chercher cette faveur des juges pour faire partie de la saison régulière. Donc, tu vas affronter Arut Pogosyan, c'est un Arménien. Il a une fiche de 9 victoires, 3 défaites. Je suis en train de regarder sa fiche. Comme tu dis. Salut, Ali. Donc, je disais 9 victoires, 3 défaites, quelques-unes par KO, mais surtout des décisions. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que tu sais si... tu vas te battre le 18 mars, il va y avoir 4 combats. Donc, c'est la soirée des poids légers, donc 155 livres. Est-ce que tu sais s'il y a un seul gars qui obtient son billet ou il peut en avoir plusieurs? T'en as entendu parler, ça? Ou? La manière que j'ai entendu parler, c'est
je crois que les fans vont avoir la chance de faire monter quelqu'un, puis les juges peuvent sauver quelqu'un ou quelque chose dans le genre. Fait que, tu sais, je pense que je peux avoir 1 ou 2 chances de faire partie de l'aventure. Fait que ça change rien. Mon but reste d'être la personne qui épate tout le monde. Puis j'ai le style assez flamboyant. J'ai le style flamboyant pour faire ça. Puis c'est vraiment l'objectif. Est-ce que tu as parlé avec Olivier ou évoqué le fait que si jamais tu obtiens ton billet le 18 mars, vous allez vous retrouver dans le même tournoi, dans la même saison? Un potentiel affrontement de vous deux. Je sais que c'est loin, mais pas le choix d'évoquer cette possibilité-là, j'imagine. On n'a pas trop parlé, mais la manière qu'Oli approche ça, c'est le fameux film Warrior, guerrier en français. Les 2 frères qui se battent pour $1 million. Puis Oli me fait rire parce qu'il n'arrête pas de poster cette photo-là. Puis je trouvais ça incroyable d'avoir la chance d'affronter Oli en finale du PFL. Ça serait fou, raide. Mais c'est ça, on n'a pas trop parlé. Là. Je pense qu'ils vont quand même tout faire pour que l'affrontement se fasse pas à moins d'une obligation, donc une finale, ces affaires-là. En tout cas, j'espère. Je suis pas au goût de... Ben, tu sais, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière aussi. Là. Calé que c'est bien dit, ça, mon Ben. Mais c'est ça, comme tu dis, vous êtes des professionnels, puis c'est pas du jamais vu, là, je veux dire, mais c'est pas une situation idéale. Puis, tu sais, pour la petite histoire, l'an dernier, dans la saison, il y avait Nathan Schultz, qui est un Brésilien, qui était le double champion de la PFL à 155 livres. Et dans la saison, il y avait aussi son meilleur ami, qui s'appelle Rauch Manfio, qui est le parrain de ses enfants, ou Schultz est le parrain des enfants de Manfio, ou vice-versa. Vraiment 2 gars, là, comme ça. Ils se sont pas affrontés, finalement, mais s'il avait fallu qu'ils s'affrontent, et les gars avaient dit, tu sais, pour $1 million, là. Je veux dire, puis on est de là. Peu importe qui va gagner le million, ou en bout de ligne, on va être content pour l'autre. Puis s'il faut passer par là, ben, c'est un life changer, là, ce tournoi-là, avec le montant d'argent qui est en jeu. Donc, ça peut-être que ça aide un petit peu à relativiser tout ça. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, je suis très d'accord. Puis, tu sais, les sparring qu'on y va à forte intensité, on en fait. Là, c'est juste que je pense que on se connaît tellement que, tu sais, c'est ça, on se connaît tellement, donc c'est pas le même. J'ai l'impression que c'est pas le même feeling que quand tu te bats contre un adversaire que t'as pas encore testé, que t'as pas encore essayé. T'sais, on se connaît. Fait, habituellement, je pense, même les revanches, comme là, il va en avoir une ce week-end, vous en avez parlé, c'est entendu, mais les revanches ont tendance à être moins bonnes que les combats, les premiers combats. Ouais. J'ai l'impression que c'est le même style un peu qui se passe quand on est tellement habitué de se faire ensemble. Les deux, on se connaît. T'sais, ça fait des combats moins intéressants, mais bon, regarde. Si ça l'a arrivé, ça va arriver. Là. On va laisser ça entre les mains du destin, puis du PFL, puis leur équipe. Dans le cas Samouraï, à cause des mesures sanitaires, tu avais juste droit à une personne dans ton coin. Est-ce que ça t'a dérangé? Ça t'a-tu dérangé quelque chose dans l'approche du combat, dans le coaching du combat? Puis là, en Floride, qui tu vas amener avec toi? En Floride, je pense que je vais amener Olivier, Nathan Roy, puis Richard. Mais oui, je pense qu'il manque quelque chose. Quand il y a juste un entraîneur, tu as comme... Tu sais, surtout que Richard, il y a plus une approche technique de la chose. Puis moi, à la limite, je suis quelqu'un que tu me dis les vraies affaires. Ben, pas qu'il me dit pas les vraies affaires, mais tu me rentres dedans et tu me dis « Hey, tabarnak, t'as eu l'air d'un asti de pingouin ce round-là. » je vais le prendre personnel puis je vais te donner un bon deuxième round. Puis je sais que j'ai parti le combat très lentement. Tu sais, mes 2 premiers rounds à mon dernier combat ont été les rounds que j'ai pas performé à ma juste valeur. Puis, tu sais, c'est dur pareil gagner un combat quand tu as potentiellement perdu les 2 premiers rounds. Puis, je sais que c'est ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, je suis parti 0-2. J'ai gagné 3 et 4 parce que là, justement,
je commençais à sentir que ça allait pas tant bien. Fait que là, c'est ça, partir plus vite, me faire rentrer dedans. Je pense que c'est des affaires que oui, ça va faire du bien d'avoir plusieurs entraîneurs. Puis la perspective d'un autre entraîneur peut être bonne aussi. T'sais. Mes entraîneurs me connaissent tous différemment. Puis, d'avoir, au lieu d'avoir juste une chose à améliorer, d'en avoir 2, 3, comment approcher le prochain round, ça peut m'aider parce que j'ai pas à stick to une chose. Je peux justement varier mes affaires. Je pense vraiment qu'avoir plusieurs entraîneurs peut m'aider dans un combat, oui. Avant de te laisser partir, Mick, fais-nous un plan là, des prochaines semaines. C'est le 18 mars, ton affrontement. Je ne sais pas encore si ça va être disponible au Canada. Là, je vais faire les recherches. C'est sur Fubo TV, un site de streaming. Je vais vous revenir dans un autre épisode pour savoir comment on va pouvoir regarder ça chez nous, si on peut. Mais donc, tu en as un peu plus d'un mois. Là, à quoi vont ressembler tes prochaines semaines au H2O, là, notamment? En ce moment, on travaille plus en volume, moins d'intensité. Mais comme je l'ai dit, on veut vraiment que je sois capable. Puis là, ça va être un 3 rounds. C'est une autre quand même différence. Je peux y aller all out dès le début. Le 5 rounds, j'ai tendance à préserver peut-être un peu mes énergies. Mais là, 3 rounds, je sais que je suis capable d'y aller à 300% pendant 15 minutes. Puis c'est vraiment ce qui va se passer. Là. Je veux vraiment, un peu encore là, les gens qui dominent le sport en ce moment, c'est con, mais c'est les Russes, j'ai l'impression. Puis Oli et moi, on parle justement de leur manière d'entraînement. Puis c'est vraiment ça grind pendant... Ça fait des sparring ça fait du stand-up pendant 2 minutes, ça tombe sur l'airline pendant 2 minutes, ça tombe sur le bag pendant 1 minute. Après, ça refait ça pendant peut-être 1 heure, 1 heure et quart. Ça travaille tout le temps. Puis justement, quand tu es brûlé, tu continues à être capable de pousser. Puis c'est ça que je veux. Je veux, malgré que je le sente que je sois brûlé, je veux que ma tête soit capable de dire « Ouais, mais à l'entraînement, tu l'as vu, tu es capable de pousser encore à 100% pendant 15 minutes, pendant les 10 minutes qui restent à la limite après un round. » Je veux vraiment que ma tête soit capable de dire à mon corps « T'es capable, t'es capable, t'es capable, let's go ». En tout cas, Mick, grosse opportunité qui se présente à toi. On va bien sûr suivre ça. Assurément, on va te souhaiter la meilleure des chances. Michael Dufort, donc 18 mars contre Arut Bogosian à la Challenger Series de PFL. Mick, merci énormément d'avoir été là. Puis bonne fin de camp d'entraînement, mon ami. Merci à vous autres, les boys. Puis je vous écoute samedi à la TV. That's it, UFC 271. Ciao, Mick. Bye, boys. Donc, grosse opportunité. Pat, il nous reste quelques minutes. Je veux t'entendre parce qu'il y a un autre Québécois qui a reçu une belle nouvelle. Toi, tu le savais depuis longtemps, là, je sais, mais Yohan Lennes, ton protégé, on connaît la date de ses débuts officiellement à l'UFC, 30 avril. C'est contre Gabe Green, un client pas facile. Où en est la préparation pour Yohan? Comment vous approchez ce gars-là contre un bagarreur, on va se le dire. Là. Ouais, c'est un bagarreur. C'est un gars qui est pas très clean dans ses attaques. C'est un gars qui travaille beaucoup en crochet. Il n'a pas une grosse lutte, qui n'a pas un gros jeu au sol non plus. Mais au sol, il est assez flexible. Des fois, il fait des affaires un peu crafty qu'on voit pas à tous les jours. Mais tu sais, comme j'ai mentionné en entrevue en parlant de ce combat-là, ce gars-là, c'est un casse-tête, mais c'est pas un casse-tête de 100 morceaux. C'est un casse-tête peut-être de 25 morceaux. Pour enfants. Exact. Mais tu sais, il n'est pas dur à solutionner. Il faut juste trouver la façon comment on va arriver dans le combat et être capable de s'imposer rapidement. C'est ce qu'on est en train de développer avec Yohan. Et je pense qu'on a assez d'expérience autour de lui pour bâtir quelque chose de solide puis d'arriver puis d'arrêter Green assez rapidement, je pense. Il y a un style qui est très agressif, qui va beaucoup vers l'avant, qui change gaucher-droitier, souvent nonchalant, ce qui fait qu'il est facile à synchroniser, il est facile à timer. Puis ses attaques sont faites avec beaucoup de violence, beaucoup d'intensité, mais c'est beaucoup garroché. Donc, si tu rentres dans son combat à lui, tu risques de te faire pincer. Donc, il faut le forcer à se battre comme nous autres on veut. Donc, la préparation est bien entamée. Là, on voit les images que Yohan met sur les réseaux sociaux. Là. Donc, 30 avril, les débuts du White Lion à l'UFC. Juste vous dire qu'on a une date pour le deuxième gala de Samouraï également, Pat. Là, malheureusement,
c'est dommage pour les fans du Québec parce que Michael Dufort, qui était en finale de Samouraï numéro 1, ne sera vraisemblablement pas sur la carte du 8 avril. Daniel Lafont, qui est le président de l'organisation, travaille fort pour mettre une carte sur pied. En espérant, tu te rappelles, la dernière fois, la grosse histoire, c'était les jeunes qui avaient des espoirs qui ne pouvaient pas faire leur début pro. Donc, Tommy Morrison, qu'on attend énormément faire ses débuts professionnels. Là, finalement, je pense que ses débuts, je pense que c'est là, c'est très bientôt, là, dans les prochaines semaines. Finalement, ils ont mis un comité, la régie, c'est un comité sur place, sur pied, je veux dire, pour aller, comment je peux dire ça, comme pour aller... Pour évaluer. Évaluer, c'est ça, les combattants, voir, comme à la boxe, leur donner un permis de combat pour combattants professionnels quand ils sont 0-0 en professionnel. Aucun doute que Tommy va l'avoir, là. Je le connais très bien. Fait que ça, c'est un bel espoir. Vraiment, là, c'est 135 ou 125 livres, je me souviens plus, là, mais c'est un super bel espoir ici qu'on a. C'est un jeune combattant très, très bon un peu partout. Il reste à le polir, puis il peut avoir beaucoup de succès. On l'avait déjà eu au podcast il y a quelques années, d'ailleurs, Tommy Morrison. Donc, bref, on n'a pas d'idée nécessairement qui sera sur la carte. Là. En tout cas, on n'a pas tous les noms, mais 8 avril prochain, si ça vous intéresse d'aller voir des arts martiaux mixtes québécois, Samouraï 2. Un mot en terminant. Dernière nouvelle que j'ai vue cette semaine, on a appris que Kamaru Usman s'était fait opérer à une main. Je ne sais pas si tu as vu ça, les photos qui ont été mises. J'ai pas vu ces photos-là. C'était pas nécessaire. Je ne sais pas. C'est graphique, mais écoute, regarde, c'est la beauté maintenant ils sont capables de travailler avec du monde, les champions du monde, ils se font pas opérer par Dr. Chuan à côté de la rue. Là. Ils s'en vont voir les meilleurs, puis tu vois que c'est fait propre, tu vois que c'est fait super bien. C'est un ligament de la main. C'est pas grand-chose. C'est quand même une opération, là. Mais il reste que je pense il va s'en sortir quand même assez rapidement. Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas quand est-ce que Kamaru Usman pourrait être de retour. Il y a un gros combat à 170 livres. Je pense pas que ça a une incidence sur le titre, mais Colby Covington contre Jorge Masvidal à l'UFC 273. En attendant le retour du champion Kamaru Usman qui est passé sous le bistouri. Mon cher Pat, encore une fois, merci énormément. On se donne rendez-vous samedi, UFC 271. Rendez-vous tout le monde à RDS 2, 20h pour les combats préliminaires. On sera en compagnie de Valérie Letourneau, comme tous les gars là à la télé à la carte. C'est elle qui va te remplacer, j'espère, pour le 30 avril quand tu vas aller... avec Johan à Las Vegas. Hein. On ne sait pas si encore c'est à Las Vegas. Ah, c'est vrai. Ça n'a pas été écoute, les chances, pas mal 4 chances et demie sur 5 que ça soit là-bas. Mais ça n'a pas été annoncé encore. Je sais que l'UFC veut commencer à se repromener encore pour les Fight Night. On verra rentrer. Mais c'est pas un pay-per-view, hein? C'est sur un Fight Night? Ouais. 30 avril, excellent. Okay. Je pense que la finale, la finale, je pense que c'est Cerrone contre Joe Lauzon. Oh, ok, oui, les deux... Je pense pas que c'est la finale, non. Mais ce combat-là est annoncé. Je ne suis pas sûr que c'est la finale, mais c'est un combat qui a été annoncé, cette carte-là. Non, je pense que c'est un peu mince pour une finale, même si c'est deux légendes vivantes ou presque. Là, mais bref, à suivre. Mais Pat, merci, on se voit samedi. Merci à la maison de nous avoir écoutés. Vous savez où nous trouver. Vous pouvez vous abonner au podcast Dans la Cage sur toutes les plateformes. Merci énormément d'être des nôtres, puis on se retrouve pour un autre épisode de Dans la Cage. À bientôt.